Mesdames, Messieurs, bonsoir. À Genève, 40 États ont réaffirmé mardi leur soutien à la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud. C'était lors de la 62e session des travaux du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Cette information raconte une évolution assez intéressante, une évolution profonde sur le dossier du Sahara. Le dossier quitte ainsi progressivement le terrain du différend pour entrer dans celui de la responsabilité. Et si le centre de gravité des discussions se situe essentiellement à New York, eh bien à Genève, c'est une place assez grandissante qu'occupe ce dossier aujourd'hui. Et pour cause, les débats intègrent de plus en plus les sujets incontournables relatifs aux droits humains et des mécanismes internationaux de leur évaluation. Bref, on suit de près les conditions de vie des populations dans les camps de Tindouf. Et dans cette nouvelle séquence, le Maroc avance avec une stratégie claire, inscrite dans une logique de coopération et de développement. Pour ces populations séquestrées depuis plusieurs décennies dans ces camps de la honte, on parle aujourd'hui de recensement, de liberté de circulation et surtout d'accès aux droits fondamentaux. Si le Sahara reste un sujet géopolitique majeur, il est aussi une problématique humanitaire. Et intrinsèquement, la recherche d'une solution durable passe autant par sa viabilité politique que par sa capacité à répondre aux attentes concrètes des populations concernées. Alors, que nous révèle ce soutien renouvelé de 40 États? Comment analyser cet angle humanitaire de lecture du dossier du Sahara, sans oublier aussi cette déclaration sur laquelle nous allons nous arrêter à analyser cette déclaration du représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies, Omar Hilal, qui a profité mardi de la session ordinaire du comité C24 pour réaffirmer avec fermeté et avec beaucoup de doigté la position du Maroc concernant ces provinces du Sud. Je reçois pour répondre à ces questions d'actualité le professeur de Relations internationales à l'Université Mohammed V de Rabat, professeur Zakaria Boudahab. Bonsoir. Bonsoir Léla Khadija, meilleurs vœux pour le nouvel an de l'Hégire. Lina Walik, merci beaucoup. Ella Jamel Oumel Islamia. Merci pour vos vœux, très cher professeur Abou Dahab. Nous avons également le plaisir d'accueillir l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir, colonel Saoud. Bonsoir, Saïda. Kedalik, madame. Merci pour l'invitation. Merci à vous de l'accepter. Se joint à nous depuis Casablanca, notre consultant en relations internationales, Hafid Boutaleb. Bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation et je salue aussi les invités avec vous. Marhaba bik avec nous, c'est Hafid Boutaleb. Donc, nous allons d'abord commencer depuis Genève, qui accueille donc la 62e session des travaux du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Sahara marocain. Qu'est-ce que dit le Conseil des droits de l'homme, professeur Abou Dahab? Alors, le Conseil des droits de l'homme relevant des Nations Unies, de l'ONU plus particulièrement, et plus particulièrement encore de l'Assemblée générale, a été créé en 2006. Il avait remplacé la Commission des droits de l'homme qui, juste à titre de rappel, elle a été créée par le Conseil économique et social, dont les membres sont au nombre de 54. En fait, on a voulu donner par ce changement qualitatif plus d'assises, une assise étendue, puisque l'Assemblée générale compte 193 États. C'est important. Alors, c'est un conseil qui a le statut d'organe subsidiaire. Je m'explique, il ne s'agit pas d'une institution spécialisée, donc il n'a pas été créé en vertu d'un accord international, attention. Par exemple, si on le compare à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, mais c'est un organe qui n'a pas été prévu dans les statuts de l'ONU au départ, lorsque les participants à l'époque, en 1945, en juin précisément, à San Francisco, avaient rédigé la Magna Carta, c'est-à-dire la charte de l'ONU. Bon, maintenant, il promeut les droits de l'homme, il œuvre pour la diffusion des bonnes pratiques en la matière. Il peut parfois engager des enquêtes parce qu'il y a ce qu'on appelle les procédures spéciales. Il a ce qu'on appelle l'examen périodique universel qui, lui, se tient tous les 4 ans. Et donc, ça dépend des États qui sont passés sous la loupe de ce Conseil. Il n'est pas censé adopter des résolutions obligatoires. Mais on peut dire, en empruntant des expressions du droit international, notamment du développement, il produit ce qu'on appelle la soft law, le droit mou, flexible, etc., qui par accumulation, c'est-à-dire des résolutions, pourrait produire de la jurisprudence internationale. Il peut donc être considéré comme étant une des références en la matière, il promeut l'enseignement des droits de l'homme, etc., mais il ne faut pas lui ôter tout intérêt, au contraire,
puisqu'il est articulé au niveau du système onusien, il peut présenter des recommandations à l'Assemblée générale. Et l'Assemblée générale pourrait saisir le Conseil de sécurité en cas de nécessité de violation flagrante des droits de l'homme. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, le Maroc a été élu plusieurs fois au sein de ce Conseil. On peut peut-être revenir sur le mode d'élection, mais 47 États le composent aujourd'hui et la session en cours, c'est 40 États qui y participent. Il faut dire aujourd'hui que le Maroc a ancré son appartenance identitaire à cet organe et promeut avec les autres participants cette culture de respect des droits de l'homme. Et nous pouvons évidemment revenir au débat pour plus de détails. Mais que signifie le traitement de la question nationale au sein de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU au vu de la conjoncture de ce dossier actuellement sur la scène internationale? Colonel Hassan Saoud. Peut-être un peu compléter la répartition, évidemment, de cette Commission des droits de l'homme de l'ONU selon un aspect géographique. L'Afrique a droit à 13 sièges. L'Europe occidentale et autres, 7 sièges. L'Europe de l'Est, 6 sièges. Et évidemment, les États d'Asie-Pacifique, ils ont également 13 sièges. Ça nous fait un total à peu près de 14. Donc, il y a une répartition géographique selon le nombre d'États et une géographie. Et évidemment, il n'a pas un pouvoir, évidemment, de sanction. Mais il garde un pouvoir de conseil, un pouvoir d'enquête par ces enquêtes spéciales. Il a beaucoup d'experts internationaux sur les droits de l'homme et dans lesquels la société civile a une place quand même importante. Et donc c'est une instance très importante en termes d'éducation, de transmission des bonnes pratiques, etc. Donc sur ce plan-là, évidemment, il y a parallèlement au succès diplomatique du Maroc, on sait que les reconnaissances sont en train de fondre comme peau de chagrin, donc il n'en reste plus. C'est un accompagnement diplomatique qui est reconnaissance de l'entité séparatiste. De l'entité séparatiste. Aujourd'hui, la diplomatie humanitaire, humaine, emboîte le poids à la diplomatie professionnelle aujourd'hui. Qu'est-ce que cela signifie? C'était ça ma question. Quand on voit que ce dossier, ce n'est pas la première fois qu'on parle du Sahara lors des travaux de ce Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui la conjoncture a changé et l'approche aussi du Maroc a changé dans ce même Conseil. On l'a vu à travers la déclaration de Siez Neber, notre représentant. Tout à fait. À ce Conseil. En réalité, tout ce qui a changé, c'est du côté du Maroc. Parce que du côté des séparatistes, c'est le blackout. C'est l'interdiction de l'accès, l'interdiction du recensement, et peut-être qu'on en parlera. Nous sommes dans un microcosme très fermé, mais très dur. Peut-être qu'il va falloir qu'on en parle, notamment toutes les actions concernant les abus, les tortures, la privation de liberté, privation de l'enseignement, etc. Et on fait des enfants. Au lieu qu'ils soient sur un banc d'école, on en fait des enfants soldats. Qui protège réellement ces populations des camps de la honte, de ces camps de Tindouf, colonel Hassan Saoud? Alors vous avez à peu près, d'après ce que j'ai pu lire dans ma veille, vous avez à peu près 3 ceintures. 2 ceintures du Polisario et une 3e ceinture de l'armée algérienne. Et donc c'est pour les protéger? Pas du tout, c'est pour les empêcher d'aller ailleurs. Les autorisations sont données au compte-gouttes avec de la discrimination manifeste concernant l'oligarchie qui peut envoyer ses enfants à l'étranger pour suivre les études et les autres sont privés. Et ça crée évidemment une effervescence qui va crescendo et où on en arrive jusqu'à l'élimination. Dernier point peut-être, nous avons 2 prisons dans cette partie où est implanté le Polisario, la prison Rachid et Gouira Villa, qui sont des lieux isolés, des lieux de torture et même quelques îlots où on élimine beaucoup d'opposants, dont le seul reproche, c'est de créer des cellules dormantes. C'est ce que j'ai vu dans les procès qui filtrent à peu près. Et donc, nous sommes dans un territoire de non-droit, de radicalisation
et enfin d'exportation du terrorisme et de pourvoi des entités terroristes en Afrique par des jeunes issus du Polisario. Un groupe donc de 40 États réaffirme à Genève, au Conseil des droits de l'homme, leur soutien à la souveraineté pleine et entière du Maroc sur ses provinces du Sud. Hafed Boutaleb, parlez-nous davantage de ce qui caractérise cette nouvelle séquence qui ne se passe plus dans les locaux ou dans le siège des Nations Unies à New York, mais à Genève, au siège de ce Conseil des droits de l'homme onusien. Alors justement, c'est l'appel de ces 40 pays, c'est que les mécanismes de résolution de ce conflit restent à New York, justement, et que la primauté du Conseil de sécurité soit assurée pour résoudre ce conflit. C'est ça. Alors, et rappelons que ces 40 pays se sont exprimés parce que le rapport présenté par le haut-commissaire Volker Türk, haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, insiste sur les conflits de haute intensité, notamment dans le continent africain. Il y en a plusieurs au Moyen-Orient. Là où véritablement le nombre de morts est trop élevé, là où il y a des désastres humains, et ainsi de suite. Donc, ces 40 pays ont coordonné en amont avec évidemment les représentants du Royaume à Genève et aussi à New York, j'imagine, pour demander à ce que les instances concernant les droits de l'homme s'occupent de dossiers très sérieux. Et que ce dossier-là, qui est aussi sérieux, mais qui n'impacte pas les droits de l'homme, comme c'est l'est par exemple au Soudan, où la situation est gravissime, eh bien que ce dossier revienne, ou plutôt la primauté de ce dossier, revienne au Conseil de sécurité à New York. Donc c'est ça le cœur de la demande de ces 40 pays. Ça sous-entend évidemment, comme je vous l'ai dit, une coordination en amont. Ça s'est fait en accord avec la procédure des Nations Unies, et c'est pour demander à ce qu'il n'y ait pas une multiplicité des plateformes dans lesquelles qui compliquent la résolution de ce conflit, mais au contraire une primauté, une exclusivité au Conseil de sécurité, comme l'a dit d'ailleurs son Excellence l'ambassadeur Omar Hillel, conformément à l'article 12 de la Charte des Nations Unies. Donc il y a deux articles. Donc il y a l'article 6 que mentionne M. Omar Hillel, qui concerne les règlements pacifiques. Donc, l'article 6, nous allons y arriver, mais on veut d'abord rester à Genève, si vous le permettez, Hafed Boutaleb. On reste à Genève. Comment le Conseil des droits de l'homme change la donne diplomatique du dossier du Sahara pour être, on ne peut plus direct sur la question. Comme je viens de vous dire, c'est la nécessité de ne pas s'éparpiller sur les plateformes qu'offrent les Nations Unies. On parle là de droits de l'homme, il y a aussi le HCR, le Commissariat des réfugiés, plusieurs autres organisations, et plutôt le concentrer. Il y a aussi, on en reparlera tout de suite, je pense, le C24, et le concentrer au niveau du Conseil de sécurité avec la nouvelle dynamique de la résolution 2797 et le plan d'autonomie marocain comme étant l'unique base pour pouvoir mener les négociations de résolution de ce conflit. Donc voilà véritablement le cœur du basculement aujourd'hui, l'appel de ces 40 pays à ne pas utiliser la carte des droits de l'homme pour faire pression sur le Maroc, à ne pas laisser des nations détourner le droit international pour servir leur propre agenda personnel, ou plutôt leur propre agenda régional, et au contraire rester sur cette dynamique très positive de reconnaissance des États, de résolution 2797 et de la volonté de l'envoyé spécial Staffan de Mistura, appuyé bien évidemment par le penholder, par les États-Unis, de régler ce conflit le plus pacifiquement possible et de la manière la plus bénéfique pour toutes les parties prenantes, notamment, rappelons les 4 parties prenantes qui sont le Royaume du Maroc, le Polisario, l'Algérie et la Mauritanie. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est une autre lecture, professeur Abou Dahab. Alors, Hafed Boutaleb parlait d'autres parties qui utilisent les droits de l'homme. Aujourd'hui, le Maroc met en avant les droits de l'homme. Bien sûr. Met en avant les droits de ces populations dans cet espace consacré par les Nations Unies aux droits de l'homme. Comment cela pourrait servir les droits des populations à Tindouf, ces discussions qui se passent au CDH, au Conseil des droits de l'homme de l'ONU? C'est important, Madame Khadija. Rappelons rapidement que le Maroc, au niveau des pays en développement, pratiquement était le premier à avoir mis sur place un conseil consultatif des droits de l'homme. Oui. C'est en 90.
grâce à la sagacité et l'anticipation de feu le roi Hassan II. Par la suite, il y a eu pas mal de mesures prises dans ce sens-là, en termes de consolidation de l'état de droit, comme la création des tribunaux administratifs. 93, c'était d'ailleurs la date, vous savez, de création de l'Office des Nations Unies aux droits de l'homme, appelé le Haut Commissariat. C'est 93. C'est ce qu'on appelle le plan d'action de Vienne. Il y avait en fait deux composantes. Il y avait la déclaration solennelle, il y avait ce qu'on appelle le plan d'action. Et à l'époque, les participants, à la suite de la fin de la guerre froide, avaient considéré que les droits de l'homme constituent un facteur de stabilité au niveau des relations internationales. Et donc il y avait une sorte de triptyque, sécurité, développement, respect de l'état de droit. Et le Maroc a été proactif. Il a pris le train en marche et progressivement. En 2011, on transforme le Conseil consultatif en Conseil national. Il devient, par exemple, capable de faire ce qu'on appelle l'autosaisine, engager des enquêtes, etc. Par exemple, pour la question de la régulation des migrants irréguliers au Maroc, c'était une recommandation formulée par le Conseil national, c'était en 2013 à Sa Majesté, qui a répondu favorablement et le Maroc a été l'un des premiers à l'avoir fait. Parallèlement, il y a eu création des commissions régionales dans les provinces du sud marocain, incluant également la région de Gulmim. Et c'est la raison pour laquelle, pratiquement, le Maroc avait terminé tout processus permettant parfois à des enquêteurs, entre guillemets, comme l'enquête menée par Mendes à l'époque 2013, quoique elle a été très partiale, sur justement la torture. Finalement, le Maroc n'a plus de compte à rendre à ce niveau-là. Et non seulement cela, Madame Khadija, tout à l'heure, j'ai parlé de l'examen périodique universel qui engage pratiquement tous les ministères. Alors maintenant, je pense que l'enjeu majeur pour le Maroc, n'oublions pas qu'il a présidé le Conseil des droits de l'homme en 2024. Tout à fait. Et à l'époque, on avait par exemple proposé d'adopter une résolution interdisant l'engagement militaire des enfants, ce qui se fait dans les camps de Tindouf avec les Kalachnikov, etc. Par ailleurs aussi, quand on parle des droits de l'homme, il faut ipso facto faire la corrélation avec le droit humanitaire international, tout ce qui est la question des mines, trafic d'armes, etc. Et le Maroc avait été proactif, il avait créé la Commission nationale du droit international humanitaire, qui est présidée par une femme d'ailleurs, etc., etc. Maintenant, ce qui est intéressant à mon avis, c'est de passer à un autre palier en termes d'action diplomatique. Un autre étage. Un autre étage, absolument. Donc on a l'étage de la souveraineté. Another stage. Another level. Il y a l'étage, on va dire, où dans l'équation, on a la variable de la souveraineté, check, parce que le Maroc a réussi à convaincre l'essentiel des membres du Conseil de sécurité, faut-il encore le rappeler, avec ce vote historique de cette résolution 2797. Et puis il y a l'autre étage. Tout à fait. C'est l'autonomie. Absolument. Et il y a la conformité aux mécanismes internationaux des droits de l'homme. Absolument. Parce que ceux qui chantent un peu le disque usé du fait que l'autodétermination est univoque, on peut l'atteindre par moult voies, y compris le fait d'accorder à des populations le droit de s'autodéterminer par des élections, etc., etc. Mais je voulais aussi dire, Madame Khadija, c'est que ce qui se fait dans les camps, le colonel Saoud avait évoqué la torture. Moi, en fait, il n'y a pas que 2 prisons, il y a 3 prisons en réalité. Il y a la grande prison de Tindouf, à Ciel-Ouvert. Et donc, par conséquent, ça interpelle la responsabilité du régime algérien, parce que c'est l'État hôte. Et finalement, ça interpelle l'engagement de l'Algérie par rapport à la Convention de Genève de 1951 sur le statut des réfugiés. Oui, mais l'Algérie se dit être observatrice. Elle se dit... Jusqu'à quand on peut rester seulement observateur, alors que... Toutes les résolutions. Les résolutions et puis le terrain. Mais Madame Khadija, si ça évolue, parce que nous sommes dans ce qu'on appelle la cristallisation. Vous savez, ça fait boule de neige. Ça commence à petits pas, mais après, ça prend de l'ampleur. 40 États qui soutiennent la démarche marocaine, l'autonomie, etc. Cela veut dire que vous avez déjà une majorité très confortable, quelque part, non seulement au Conseil des droits de l'homme, mais demain à l'Assemblée générale. Et là, vous pouvez engager, parce que je pense que le Maroc a reçu le premier siège de l'Assemblée générale récemment. Cette élection n'a pas été faite gratuitement. Où l'Allemagne a perdu son siège, et c'était tout aussi historique. Et donc, vous pouvez imaginer des scénarios. On peut par exemple dire, tiens, maintenant on passe à un autre palier en termes d'action diplomatique, du fait que le Conseil des droits de l'homme peut engager des enquêtes sur la réalité de terrain, sur des trafics d'exploitation sexuelle, de pédophilie même, et d'autres. Je pourrais vous citer des articles, Caratini par exemple, qui a travaillé beaucoup sur l'anthropologie de la situation dans le terrain, l'engagement militaire des enfants, etc. Et le Maroc le fait, à mon avis, de manière incrémentaliste, progressive,
à dose homéopathique, comme on dit, parce qu'il va chercher la fenêtre d'opportunité pour cette fois-ci, le cas échéant, attaquer dans ce sens-là. Colonel Saoud, je vous vois acquiescer. Vous voulez rebondir, commenter également sur ce point névralgique. Oui. D'abord, sur la responsabilité et qu'on puisse aujourd'hui assumer ses responsabilités. Le Maroc assume ses responsabilités dans tous les organes, soit-il des enceintes onusiennes parallèles ou au sein même de l'ONU. Nous allons revenir à cette déclaration de notre représentant permanent de l'ONU à New York. Mais avant, jusqu'à quand l'Algérie va assumer ce rôle d'observateur que finalement, qu'il n'y a que ce pays qui est convaincu par ce rôle d'observateur uniquement aujourd'hui sur la scène internationale? C'est une fuite en avant, madame, ridicule. Vous abritez, vous armez. Est-ce que les armes viennent d'un autre pays? Ça fait longtemps que la Libye ne l'a pas fait. L'armement du Polisario vient de l'Algérie. Et vous dites que vous êtes un observateur. Si vous êtes un observateur, pourquoi toutes les résolutions parlent des parties concernées? Il n'y a pas de doute là, il n'y a pas de flou. Pour revenir aux droits de l'homme, il faut savoir qu'on est devenu un peu un hub pédagogique dans les droits humains. J'aime mieux parler des droits humains que des droits de l'homme. Oui. Avec un grand H. H majuscule. Mais attention, madame, même quand vous dites le H, ça n'enlève rien à la masculinité. Donc, je préfère... Si vous le dites. Donc, oui, ça n'en m'engage que moi et je retiens l'adjectif parce qu'il est intégrateur, il est inclusif. Les droits humains, parce que les genres... Et puis, il ne faut pas quand même qu'on soit dans cette... sémantique un peu masculiniste. Et d'ailleurs, les choses sont en train d'évoluer. La langue arabe a innové. L'insan dans sa globalité et human rights. C'est les droits humains. Donc, je préfère cette appellation-là et ça n'engage que moi-même. Sémantique à part. Mais c'est important parce que là, on a parlé des enfants soldats. Vous vous souvenez de ce... D'ailleurs, Staffan de Mistura, qui est en tournée, hein, il faut le rappeler. Il a fait fi de ne rien voir. Cette photo qui a peut-être fuité à l'insu des équipes com de l'ONU, mais on a vu l'envoyé particulier du secrétaire général de l'ONU dans les camps de Tindouf, et en arrière-plan, même si les visages sont floutés, il y avait des enfants avec des calaches en tenue militaire. Oui, madame, mais ça a fuité même aux Nations Unies. Oui. Eh bien, donc, il n'y a plus de secret. J'ajouterai peut-être, après ce qu'a dit mon ami, sur le... Vous savez qu'aujourd'hui, dans les camps, il y a des femmes qui se sont mariées plus de 4 fois. Quand un combattant, entre guillemets, meurt, ou on la marie, et il se trouve avec des enfants de plusieurs maris, où il devient l'objet du repos du guerrier. Oui. Et donc, c'est documenté, et même dans nos organisations non gouvernementales des droits humains, les anciens prisonniers qui sont revenus ont tout documenté. Donc, nous sommes dans une zone de non-droit, une prison à ciel ouvert, où le crime est installé, tous les trafics sont là et les droits des femmes et des enfants sont bafoués. Et évidemment, c'est un milieu fermé. Il n'y a pas un lieu, soi-disant, de réfugiés qui n'a pas été inspecté par les instances des Nations Unies, sauf celle-là. Qu'on refuse toujours le recensement, d'ailleurs. Évidemment, à partir du moment où... Pas de recensement, pas de protection. Pas d'accès. Pas de protection, pas de responsabilité. Oui, mais à côté de ça, on détourne l'aide alimentaire pour les cadres officiers algériens et l'oligarchie polysarienne. Ça a été documenté aussi. Beaucoup. L'OLAF ne cesse l'organisation de lutte antifraude ne cesse de dénoncer. Donc, il y a un flou et... Malheureusement, la communauté internationale
ferme les yeux sur ça. On ne peut pas ne pas accéder. Mais c'est le rôle aussi du Maroc pour contrecarrer, pour neutraliser ces contre-récits à travers ces instances parallèles ou ces enceintes parallèles de l'ONU, notamment ce Conseil des droits de l'homme, pour contrecarrer, pour neutraliser ce récit. Parce que là, c'est... excusez l'expression, mais c'est la première qui me vient à l'esprit, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et c'est le cas de le dire. C'est-à-dire que nous sommes face à des exactions aberrantes, flagrantes des droits humains, pour reprendre votre expression, colonel Saoud, mais on refuse l'accès humanitaire, mais on refuse. Et qui refuse? C'est l'observateur qui refuse. Absolument. Mais on refuse aussi le recensement des populations, on refuse à ces populations de bouger, c'est-à-dire de limiter au maximum cette liberté de mouvement. Donc ce qui nous rappelle aussi l'importance du récit, du narratif aussi marocain vis-à-vis de ces instances onusiennes par rapport au dossier. Et puis ces 40 pays qui confirment que le Maroc est dans son droit dans les provinces sahariennes. L'instance onusienne des réfugiés oblige celui qui accueille des réfugiés après un temps à les intégrer à l'école, dans les universités et dans l'emploi. Là, ils sont encerclés, ils sont gérés par des militaires avec toute la violence qu'il y a. Et malheureusement, personne ne peut y rentrer. Et par rapport, moi, franchement, avant que Mme Khadija ne pose la question, ipso facto, j'ai pensé à la même chose. Parce que c'est une sorte d'algorithme avec une démonstration très articulée. Oui. C'est la question du narratif, du récit. Il y a une chose importante. Le Maroc a été l'objet d'une injustice depuis 1963. Parce que c'est le premier qui avait enregistré le territoire au sein de la 4e commission. Oui. Mais aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est qu'il y a des possibilités d'action juridique devant des instances internationales. C'est engager la responsabilité de l'État algérien par rapport à ses commitments, ses engagements au regard de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés. Et nous avons des précédents devant la Cour internationale de justice. Alhamdoulilah, nous avons des juristes, des avocats qui peuvent le faire. Mais le Maroc garde toujours une certaine retenue. C'est-à-dire que cette diplomatie est toujours, c'est de la modération, à petits pas, peut-être lentement mais sûrement, mais c'est un vecteur parmi d'autres. Deuxièmement, la guerre cognitive, il faut le dire aujourd'hui, il faut absolument taper très fort sur la table. Bon, ce que fait Seznabar, ce que fait Sihilal, mais c'est insuffisant. C'est le travail de toute la communauté épistémique, académiciens, journalistes, etc., non seulement en français, mais en anglais, en arabe, en espagnol en particulier. Et je pense, madame, il faut être de plus en plus agressif, à travers d'abord le démantèlement de ce récit de l'autre, qui nous fait croire qu'il est le représentant authentique, entre guillemets, du peuple du Sahara marocain, dit occidental, autrement. Vous voyez? Et je pense qu'aujourd'hui, ce que fait le Maroc, mollo peut-être, il est en train un peu de diffuser ce récit marocain, à petits pas, il observe, wait and see, mais nous avons encore besoin de fluidifier un peu les flux et d'attaquer des pays comme l'Amérique latine, parce que ce sont les fiefs, justement, des séparatistes. Mais je pense que déjà, sur le volet diplomatique, le Maroc enregistre des avancées phénoménales, et ce depuis 2020. Hein, je pense que, et d'autant plus que si on voit un peu la cartographie politique de ces pays-là, ils sont plus en train de virer à droite qu'à gauche. Absolument. Je ferme la parenthèse. Vous avez parlé de Sihilal et ce nouveau cours magistral cette semaine aux Nations Unies. C'était à l'occasion donc de la session ordinaire du comité C24 à l'ONU, c'était à New York. C'est Omar Hilal, encore une fois, n'a pas mâché ses mots pour répondre aux allégations fallacieuses de nos voisins de l'Est. Je vous propose d'écouter notre représentant permanent à l'ONU, son Excellence, M. Omar Hilal. Nous revenons au débat juste après. Au moment où l'envoyé personnel, M. Stéphane de Mistura, vient d'achever sa tournée régionale ce lundi par sa visite à Alger et les camps de Tindouf, le C24 s'embourbe dans sa routine en continuant à examiner la question du Sahara marocain, selon des paramètres révolus, loin de la nouvelle dynamique positive du processus politique en cours, porté par la résolution historique 2797. C'est là tout l'anachronisme de l'exercice auquel ce comité continue de se livrer, alors que le processus de décolonisation du Sahara s'est achevé avec son retour irréversible à sa mère patrie, le Royaume du Maroc, en 1975.
Le C24 débat de la question du Sahara selon une approche répétitive. Les mêmes arguments, les mêmes résolutions, les mêmes postures idéologiques et le même déni de l'évolution diplomatique ou politique de cette question. Ce rituel stérile n'a permis aucun avancement dans le règlement de ce différend régional. Il a en revanche consacré l'immobilisme, servi les intérêts de ceux qui préfèrent l'impasse à la solution, le statu quo au dénouement. Alors les mots forts, d'abord, j'aimerais bien qu'on les commente un par un, si vous le permettez, messieurs. Je commencerai par ce terme d'anachronisme, colonel Saoud. J'ajouterai l'incongruité, l'obsolescence et une position hors sol et hors des réalités que connaît notre cause nationale. Effectivement, il y a aussi ce répétitif, ce récit idéologique, ce qui nous pousserait peut-être aussi à expliquer l'objet de l'existence de cette commission ou de ce comité des 24, ce C24 avec vous, professeur Aboudab, un peu de pédagogie. Pourquoi oui, absolument. Ça fait toujours du bien. Bien sûr. Alors, le comité spécial dit de décolonisation a été créé en 1961, c'est-à-dire une année après l'adoption de la fameuse déclaration sur la décolonisation, ce qu'on appelle la charte de l'indépendance. Et à l'époque, il y avait un contexte idéologique très particulier. À l'époque, il était constitué de 24 membres, aujourd'hui 29. C'est toujours la question de la représentativité géographique, mais il a un mode d'élection assez particulier parce que le mandat n'est pas limité dans le temps, vous voyez. Et ça, c'est important de le souligner. Aujourd'hui, il y a 17 territoires dits non autonomes. Évidemment, j'exclus celui du Sahara marocain, même si formellement, il figure sur la liste. Mais je peux parler de la Nouvelle-Calédonie, je peux parler de Gibraltar, je peux parler des îles Malouines, etc., etc. Or, c'est un comité qui dépend de la 4e commission de l'ONU. Alors, c'est une commission qui est principale, attention, parce que l'Assemblée générale a six commissions principales, budget, etc. Alors, les questions de décolonisation, de guillemets, ont évolué, puisque, en réalité, ce que je remarque, que l'Assemblée générale, et donc la 4e commission, et donc le comité des 24, est enfermé dans une sorte d'idéologie qui est dépassée sur année. Il y a du déni, comme le dirait Omar Hillel. Absolument. Il y a ce déni. Il y a ce déni de justice, inkar al-adala, pour parler aux Marocains directement. Pourquoi? Parce que ce qui est paradoxal, c'est que vous avez une résolution très claire. On ne peut plus clair. C'est le 2797 qui considère que le plan d'autonomie, c'est la base de négociation. Et pourtant, des pays comme l'Afrique du Sud, par exemple, vous prenez le Venezuela, je crois, au niveau de ce même comité, il y a d'autres avec des intérêts qui sont interconnectés, ça va de soi, continuent à s'enfermer et faire un peu la politique de l'autruche. Est-ce que de l'autruche ou de défenseur du statu quo plutôt? Absolument. Parce que ces pays-là, en restant dans ce déni, dans ce récit purement idéologique, absolument. Ça peut être prouvé par A plus B, il ne faut pas non plus s'étayer longtemps sur la question, mais à partir de quel moment ces acteurs qui refusent d'entrer dans cette logique ou d'accepter la redéfinition du cadre des discussions autour de l'autonomie, comme le stipule la résolution 2797, à partir de quel moment ils risquent d'apparaître comme des défenseurs du statu quo? Alors, si j'utilise un peu de théorie des relations internationales, je dirais qu'il y a l'école dite constructiviste, qui parfois, par des perceptions, des considérations interidentitaires, etc., on va suivre l'enseignement de Sun Tzu, on va respecter l'autre partie même quand il s'agit d'un ennemi, mais on va se mettre à sa place, au-delà des intérêts, au-delà de la myopie intellectuelle, au-delà du dépassement, parce que finalement la position de ces pays reflète la nature même du système politique. Quelque part autoritaire ou autre, peut-être un peu moins l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud a pris une position depuis le départ de Nelson Mandela. On n'a pas beaucoup de place, de temps pour que nous puissions développer très loin le raisonnement, mais peut-être, Madame Khadija, tout à l'heure, on a évoqué la question des narratifs. Il faut absolument démanteler maintenant progressivement ce que fait le Maroc, à travers des approches, je dirais, agressives, mais on peut également faire un peu du défensif-offensif par le biais d'un certain nombre d'interventions qui doivent éclairer la situation, parce que même le problème, c'est chez l'ONU. Pourquoi l'ONU, jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire l'Assemblée générale, maintient le Sahara marocain comme étant un territoire à décoloniser? Elle se contredit du reste avec le Conseil de sécurité qui considère
que le plan d'autonomie, c'est la base de négociation sous souveraineté marocaine. Alors, justement, est-ce que c'est au Maroc de retirer ce dossier de cette 4e commission? Hafed Boutaleb. Alors, normalement, je suis d'accord avec les interventions des experts. Normalement, au lendemain de cette résolution historique, dont la teneur est très claire, la teneur de cette résolution est claire, en tout cas en termes diplomatiques, elle est très claire. La 4e commission aurait dû se saisir de cette décision pour considérer que le dossier est en cours de finalisation. Et donc, considérer que face à une situation, entre guillemets, de non-autonomie, il y a un projet d'autonomie soutenu par l'organe le plus important au sein des Nations Unies, qui est le Conseil de sécurité, avec une résolution très claire. Et il aurait dû se dessaisir de ce dossier et appeler peut-être une fois, appeler le Conseil de sécurité à aller un pas plus loin lors de la prochaine session en octobre 2026, pour ensuite demander l'aval symbolique de l'Assemblée générale, qui ne poserait pas problème, puisque l'ambassadeur Omar Hillal a rappelé que 130 pays ont déjà franchi le pas pour reconnaître ce dossier, que la proposition de résolution du conflit, qui est l'autonomie des provinces du Sud, proposée par le Maroc comme étant l'unique résolution possible de ce conflit qui dure depuis 50 ans. Donc, ça ne devrait pas véritablement poser problème au niveau de l'Assemblée générale. Et là-dessus, le dossier sortirait des Nations Unies. Voilà. Donc, si à partir du moment où le droit international n'est pas une norme coercitive et qu'il suppose l'adhésion de toutes les parties prenantes pour pouvoir arriver à une solution. Donc, à partir du moment où il y a des pays qui bloquent avec leur propre interprétation, avec des éléments de langage qui datent de 30, 40, 50, 60, 70 ans, avec une hypocrisie manifeste. On sait très bien que l'Algérie a rompu ses relations, plutôt a gelé ses relations avec l'Espagne, du fait de sa reconnaissance de la pertinence du plan d'autonomie marocain. On sait que lors de cette accusation rocambolesque, ubuesque, que le Maroc aurait été à l'origine des incendies qui se situait à 800 km de sa frontière en Kabylie, le ministre des Étrangères de l'époque, Ramtan Lamamra, avait reproché au Maroc de ne pas avoir conduit l'organisation du référendum, alors que c'est l'Algérie qui a bloqué à ce niveau, en empêchant le recensement des réfugiés. Donc, ces positions-là, à un moment donné, elles sont contre-productives en termes de droit international. Elles montrent qu'il y a une partie qui est, comme vous l'avez très bien rappelé, la Khadija, une partie qui est qui est pour un statu quo et une partie qui est pour les populations. Oui, mais une partie aussi, Hafed Boutaleb, si je puis me permettre de vous interrompre, et c'est important ce point d'une partie et de l'autre partie. Bon, bien sûr, nous connaissons bien sûr les deux parties principales, n'est-ce pas? C'est celle qui s'autoproclame observatrice et qui met en avant des violations présumées de droits de l'homme, alors que la partie marocaine s'engage, coopère, met en avant cette coopération internationale en faveur des droits de l'homme, tandis que l'autre partie refuse le b.a.-ba de ces droits de l'homme. C'est juste de savoir combien ils sont aujourd'hui dans les camps de Tindouf. Oui, alors tout à l'heure, c'est vrai qu'il faut savoir qu'en réalité, privé du droit du mouvement, de la liberté de mouvement, qui est un acquis de la charte internationale des droits de l'homme, ou plutôt de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et aussi n'étant pas recensés, ils ne peuvent pas jouir du statut de réfugié au sens du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Algérie parle de réfugiés. Chaque fois qu'il s'agit de parler de résolution de ce conflit, l'Algérie avance pour dire mais qu'est-ce qu'on fait des réfugiés? Or, elle ne leur donne pas les droits basiques de réfugiés. Ça ne dure pas depuis 6 mois ou 9 mois, ça dure depuis 51 ans. Donc, ils n'ont pas accès aux droits basiques que normalement le Haut Commissariat aux réfugiés leur accorde. Et donc, finalement, s'il y a une population aujourd'hui dont les droits les plus élémentaires sont abusés, c'est celle qui habite à Tindouf. Et c'est paradoxal puisque l'Algérie surfe sur des idéologies, sur des accointances, sur des récits anciens recyclés encore et encore. Ouais, mais c'est à se demander pourquoi. Pourquoi? Pourquoi? Comment? Pourquoi?
Oui, évidemment, on le sait très bien. Il y a un problème de légitimité au niveau du pouvoir algérien. Rappelons que un parti au Maroc, et pourtant nous connaissons une crise aussi de participation citoyenne, mais un parti au Maroc a eu autant de voix que tous les partis réunis aux dernières élections législatives en Algérie. Comment expliquer ça? Alors que nous sommes 30% moins importants en termes de nombre que les Algériens. Il y a 48 millions d'Algériens, 37 millions de Marocains. Et nous ne disons pas que nous sommes la panacée en termes d'exercice démocratique. Nous reconnaissons le problème. Donc le problème en Algérie, il est gigantesque, que ce soit en termes de légitimité, en termes d'identité. On veut bien, nous, Marocains, reconnaître que la Kabylie fait partie intégrante de l'Algérie. Évidemment, les Kabyles se sont sacrifiés tout autant que tous les peuples, tous les Algériens pour l'indépendance de leur pays. Mais force est de constater, quand il y a des élections, le taux de participation en Algérie est de 0%. Ce n'est jamais arrivé à aucun territoire au Maroc. Donc il y a un véritable problème là où, pour rebondir, dans les territoires du Sahara marocain, c'est les taux de participation les plus élevés que nous connaissons. Et il y a des observateurs internationaux, personne ne remet en question ces constats. Donc il y a un problème de légitimité considérable au niveau de l'Algérie, que nous, Marocains, nous n'y sommes pour rien, mais nous sommes pris aujourd'hui et depuis plus d'un demi-siècle comme étant comment on appelle ça, le bouc émissaire pour régler les problèmes internes en Algérie. Ça s'arrête là. S'il s'agit véritablement d'un souci pour l'humain, eh bien, l'Algérie a commencé par organiser procès sur ce qui s'est passé dans les années 90. Aucun procès organisé, pourtant des centaines de milliers d'Algériens ont disparu. Donc il n'y a aucun souci pour l'humain en réalité, qu'il soit sahraoui, qu'il soit pas sahraoui. La réalité, c'est que c'est un sujet de leadership. L'Algérie souhaite démembrer le Maroc. Elle reconnaît aussi l'existence d'une entité factice au nord du territoire. Elle souhaite démembrer le Maroc pour asseoir sa propre vision, celle de son état-major, aux dépens des intérêts des populations. Absolument. Ces résistances aussi qui persistent du côté algérien, alors que il y a les discussions aujourd'hui, elles portent principalement sur une solution politique, sur l'autonomie de ces provinces, sur la mise en œuvre finalement. Là, on est passé déjà à la mise en œuvre de ce plan d'autonomie proposé par le Maroc déjà en 2007, mais là, c'est l'élaboration même de ce plan d'autonomie. Elle se tient même alors qu'on parle déjà de l'après-Minurso, de la nouvelle version de la Minurso 2026. Donc c'est l'anachronisme souligné par M. Hillel. Oui. C'est-à-dire, il y a une sorte de plusieurs vitesses avec lesquelles le monde fonctionne. Ceux qui voudraient toujours adopter non pas la vitesse de la tortue, parce que la tortue quand même, elle avance à pas compter, mais certainement. Oui. Mais quelque part, après, on est dans la résistance. Moi, je dirais que c'est plus de la résistance, parce que l'Algérie a développé le paradigme dit de l'endiguement. Vous savez, c'était Georges Kennan, depuis 47-48, avait développé, c'est-à-dire le containment. C'est affaiblir le Maroc pour projeter sa puissance au-delà de son territoire et être le porte-étendard des droits de l'homme, le tiers-mondisme, etc. C'est résolu. C'est fini, ce monde n'existe plus aujourd'hui. Mais qui parle encore de cela? C'est ça. Eh bien, c'est les appareils chics maintenant. Oui. Parce qu'il y a des survivances, et Hafez l'a bien souligné, mais on ne pouvait plus, c'est-à-dire on ne va pas trop forcer le trait, mais les intérêts de l'oligarchie au pouvoir sont corrélés au maintien de ce conflit, même pour qu'il dure et que le statu quo soit maintenu pour des intérêts multiples. Vous évoquez, Madame Khadija, la question de l'achat des armes, les contrats juteux passés avec des fournisseurs, que ce soit la Russie ou d'autres. Principalement. Quand on considère que le Maroc c'est un ennemi, il faut le maintenir. Pourquoi? Parce que ça me permet de justifier, et si Hassan pourrait en témoigner, des dépenses de ce genre, alors que normalement, il va profiter au développement soutenu, etc. Mais il y a d'autres considérations. Enfin, vous pouvez toujours vous armer, mais en même temps assurer un minimum de développement pour votre population. Alors que maintenant, ce qu'on voit, c'est l'essentiel du budget va vers la défense. Enfin, la défense ou l'attaque, je ne sais pas. Ils n'ont personne à se défendre. Ils vont se défendre contre qui? Il faut casser cette boule. L'autre monde, Sa Majesté l'avait un peu signalé il y a quelques années, peut-être 2 années, 3 années, à un moment donné, parce que ça va de soi. Sa Majesté a été gênée par le maintien de ce conflit factice, tout à fait artificiel. C'est ça le problème des humains. Surtout. C'est une mentalité. Maintenant, c'est une guerre épistémique qu'il faut dégager, cognitive, à travers des procédés multiples. À mon avis, c'est important parce que, de toutes les manières, là, on ne peut pas utiliser
the hard power, ou la puissance dure, mais plutôt du soft et de la smart, du smart power. Ça nous permet peut-être de démanteler progressivement ce genre de résistance. On n'est plus dans la guerre froide, on est dans une mondialisation qui nécessite des groupements. Ces gens-là n'ont pas compris. Mais attention, vous savez, ils n'ont pas compris qu'il y a une épée de Damoclès. Bien sûr. Très importante sur ce pays-là. Le retour de la manivelle. Un retour de la manivelle grave s'ils ne se ressaisissent pas. Bien sûr. Tout ce qui se fait au niveau de la Chambre des représentants et du Sénat américain est une épée de Damoclès dont ils doivent tenir compte. Sûr. Les ralliements concernant le traitement du Polisario comme entité terroriste fait son petit bain, son bon chemin, et il y a des ralliements. Et si démocrates comme républicains, faut-il le rappeler des partisanes. Oui, parce que à l'origine, c'est quand même un ténor du Parti républicain, c'est Ted Cruz, mais on voit chaque semaine, il y a deux sénateurs qui appuient cette proposition de loi qui finalement, rappelons-le aussi, elle dépend bien sûr du département d'État, mais déposée au Sénat par des sénateurs. Et un soutien énorme. Oui. Si ces ralliements bipartisans qui sont continus, je pense qu'à un moment donné, ceux qui accueillent, soi-disant, les représentations vont s'en défaire. Ceux qui soutiennent le Polisario, l'Algérie, évidemment, doit s'attendre à beaucoup de sanctions. Et là, actuellement, par rapport à la position des États-Unis, ils doivent réfléchir au futur parce que ça va être très grave au niveau de sa position et dans son isolement international. C'est un conseil dont il faut qu'il tienne compte avant qu'il y ait cette déflagration, ce boomerang qui va leur retomber. J'espère qu'il y aura des gens raisonnables dans notre partie orientale et on aura toujours... Mais finissent en prison, les gens raisonnables, pour ne citer que le grand écrivain Boel Amsensal, qui a été relâché grâce à l'Allemagne avec cette intervention allemande pour qu'il soit relâché des prisons algériennes, parce qu'il a dit la vérité historique, en se fiant à l'histoire avec un grand H. Absolument. Et ce que font les États-Unis, avec la retenue, c'est une arme dont ils doivent tenir compte. Il y a l'autre arme dont dispose le Maroc, parce qu'on a commencé cette discussion avec ce Conseil des droits de l'homme. Certes, vous l'avez rappelé, messieurs, et je vous en remercie, cette instance onusienne n'est pas là pour trancher sur le statut. Mais j'aimerais bien savoir comment ce Conseil des droits de l'homme peut influencer la perception internationale par l'examen périodique universel sur telle ou telle question, sur telle procédure, sur tel rapport. Professeur Abou Dahab. Là, nous sommes dans des problématiques liées à la production des standards, des normes, des recommandations, etc. C'est un exercice international, depuis longtemps d'ailleurs, depuis la consolidation des institutions internationales. Le Conseil des droits de l'homme en est une, même si, je l'ai dit tout à l'heure, il a le statut d'organe subsidiaire. Oui. Ça veut dire qu'on peut encore le transformer plus tard, j'en sais rien, peut-être même en faire un tribunal international chargé de faire respecter les droits de l'homme. Il y en a bien besoin aujourd'hui. Ah, absolument. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la jonction entre ce que fait le Conseil et l'action opérationnelle des autres instances internationales, notamment le Conseil de sécurité. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure. Je donne un seul exemple pour simplifier. Je prends par exemple la responsabilité de protéger le R2P, qui a le statut aujourd'hui d'une coutume internationale, c'est-à-dire d'une pratique internationale. La première fois que l'ONU, notamment le Conseil de sécurité, avait intégré dans une résolution la responsabilité de protéger, c'était en 2011 contre le régime de Kadhafi. C'était la résolution 1973, exactement, et qui a donné un mandat au Conseil de sécurité pour intervenir, pour protéger, bon, je dirais théoriquement les civils, parce que normalement... Un mandat très mal opérationnalisé. Oui, sur le plan, on n'a pas le temps de développer, sur le plan de peace building, normalement, il y a l'étape avant, en cours et après la reconstruction. Voilà, on a laissé la Libye à son sort. Mais c'est une arme dont dispose aussi le Maroc. C'est qu'à partir du Conseil des droits de l'homme et ce consensus international, il n'est pas ad minima
Oui. Aujourd'hui, on atteint de plus en plus les 2/3 de l'Assemblée générale en termes d'appui à la démarche marocaine. Mais il y a toujours des fronts de résistance, des blocs de résistance, etc. On peut imaginer d'autres actions qui peuvent se faire en direction du Parlement européen, parce que le Parlement européen valide aussi les fonds qui transitent et qui vont vers les comptes du Polisario. La question de la transparence, la question de la reddition des comptes, etc. Et il faut aller dans ce sens-là, construire une sorte d'édifice complet où les droits de l'homme seront aussi un vecteur d'action. On parle des disparitions forcées, on parle de la torture. Vous savez, Madame Khadija, la torture constitue un crime contre l'humanité. Bien sûr. Et on peut décliner le trafic des organes humains, human trafficking de façon générale, etc. La traite d'êtres humains. Mais le Maroc, encore une fois, doit encore faire beaucoup de travail dans ce sens en termes d'action et en termes de production et non pas de conditionnement, c'est un peu mauvais, mais je dirais de construction d'une sorte d'opinion publique qui soit ralliée à sa cause, mais cela devrait se faire de manière très mathématique, si vous voulez. Est-ce que, rien n'est laissé au hasard, on le sait. Par rapport aux droits de l'homme, est-ce qu'en Algérie, à Tindouf, il y aurait Aminata Haïdar au Sultanat Khayyam? Oh, mais non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Regardez comment on parle même du Polisario de l'intérieur. Inefficient, oui, inefficace, bien sûr. Mais il y a cette liberté quand même. Et c'est un droit bien sûr, que le Maroc, bien sûr. malgré tout ce qui se dit, il faut appliquer la loi. Bon, c'est politique. On les laisse aboyer. Aujourd'hui, ils sont en train de disparaître tout doucement. Plus les gens regardent la réalité, la construction, le développement, la sécurité, plus ils se disent que ces deux femmes-là, entre autres, sont un peu décalées de la réalité. Oui. Et c'est l'effet contraire qu'ils atteignent. L'effet, c'est aussi, on finira par cela avec vous, Hafid Boutaleb, quand je disais que le Maroc mettait en avant la coopération, mettait en avant le développement. Le Maroc ne le fait pas que par la parole, il le fait aussi à travers l'action. Et il n'y a qu'à voir le niveau de développement. Il n'y a pas que la participation citoyenne aux élections avec ces provinces du Sud qui enregistrent des taux records de participation, à en faire rougir même la capitale économique du royaume. Mais on le voit, les projets de développement dans les provinces du Sud n'ont rien à envier aux pays les plus développés, voire même en Europe. Un commentaire pour terminer sur le développement, Hafid. Oui, pour terminer sur ce développement de ce territoire que l'Algérie a voulu transformer en pays, mais c'est un territoire, et dans le droit international, c'est pas la même chose. Et c'était un vrai plaisir d'écouter le professeur Abou Tahab, et aussi bien sûr Colonel Hassan Saoud. Mais c'est vrai, pour en finir, il y a eu ce CHU qui vient d'ouvrir à Laayoune. On voit le développement de ce territoire. L'Espagne, en sortant en 1975, elle n'avait rien laissé, mis à part quand même 25 000 colons espagnols que la Marche verte a heureusement mis dehors pour rétablir l'homogénéité ethnique de ce territoire. Donc finalement, oui, aujourd'hui, 50 ans de travail collectif de tous les Marocains ont apporté la paix, la prospérité à ce territoire et à sa population. Nous pouvons en être fiers. Merci beaucoup, Hafid Boutaleb. Merci d'avoir été avec nous. Je réitère mes remerciements à mes deux chers invités sur le plateau. Professeur Abou Tahab, merci beaucoup. Merci à vous. Cours magistral d'histoire avec un grand H, de droits humains ou de droits de l'homme avec un grand H aussi. Marhaba bik Aziz Zakaria, vous nous honorez par votre présence, tout comme celle de notre éminent colonel Hassan Saoud. Merci beaucoup, colonel. Et puis, j'ai apprécié votre conseil, pourvu qu'il soit entendu. Je ne sais pas si c'est un conseil ou une alerte. Merci beaucoup, colonel. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission. Je vous souhaite une excellente soirée.